Salut, je m'appelle Vincent, je suis un des tuteurs d'anatomie pour le tutorat santé Strasbourg de l'année 2021-2022 et je vais aujourd'hui vous présenter et vous illustrer surtout le cours d'introduction à l'anatomie. Et on va tout de suite commencer avec la position du corps dans l'espace. Le regard à l'horizon. Le membre supérieur le long du corps en extension, le tronc également en extension. Et ce qui est fondamental et qu'on verra dans la suite de la vidéo au niveau des membres, c'est qu'on retrouve la face palmaire de la main en avant. Au niveau du membre inférieur, il est également en extension. Et au niveau des extrémités distales des membres inférieurs, les pieds doivent être en légère rotation latérale. Une des premières notions qui est à aborder en anatomie, c'est la notion d'axe. On retrouve tout d'abord l'axe longitudinal, qui se montre juste ici. Au niveau de cet axe, on parle de position crânio-caudale, ainsi que de position supérieure et inférieure. On retrouve également l'axe transversal, juste ici. Au niveau de ces positions, au niveau positionnel, on parle de droite et de gauche. On peut également évoquer, si on se place par rapport à un axe médial, on peut parler de latéral ainsi que de médial vers l'axe. L'un des points essentiels en anatomie, c'est la notion de plan. Alors au niveau des plans, il en existe plusieurs. Le premier, c'est le plan frontal qui se place de cette manière-là et qui contient l'axe longitudinal ainsi que l'axe transversal. Un autre plan qu'on retrouve, c'est le plan sagittal. Le plan sagittal qui se place de cette manière-là et qui contient, lui, l'axe longitudinal ainsi que l'axe antéro-postérieur. Un dernier plan qui est spécialement très utilisé en imagerie scanner et IRM notamment, c'est le plan axial également appelé plan horizontal, qui contient, lui, l'axe antéro-postérieur ainsi que l'axe transversal. On va ici évoquer deux plans particuliers. Donc en premier, le plan d'étude du crâne, qui est nommé plan commissure antérieure, commissure postérieure. Donc, comme son nom l'indique, il part de la commissure antérieure du cerveau qui se situe environ à ce niveau-là, et il va jusqu'à la commissure postérieure du cerveau qui se situe juste en arrière du crâne. Ensuite, on évoque également le plan horizontal de référence de la tête complète, cette fois-ci, qui est le plan sous-orbito-susméatal. Alors, un nom compliqué pour simplement dire qu'il est sous-orbitaux, donc sous l'orbite de l'œil qui se situe juste à ce niveau-là, et susméatal, on parle du méa acoustique externe, donc en gros l'oreille. Donc il se situe sous l'orbite et au-dessus du méa acoustique externe. Une autre notion importante qui est utilisée en anatomie, c'est la notion de concave convexe. Et ici, on se retrouve avec un objet qui est convexe vers le haut. Alors, une petite méthode qui fonctionne à chaque fois. Je pars du haut et je descends vers mon objet et je rencontre une convexité, donc une courbure qui regarde vers le haut. Je viens du haut, convexité, mon objet est convexe vers le haut. On voit bien ici qu'un objet convexe vers le haut est forcément concave vers le bas. Puisqu'ici, je viens du bas, je rencontre une cavité et donc cet objet est concave vers le bas. A l'inverse, en retournant l'objet, on se retrouve ici qu'un objet est concave vers le haut et forcément convexe vers le bas. Au niveau de la colonne cervicale, on retrouve une concavité vers l'arrière, puis ensuite au niveau de la colonne thoracique, on retrouve une convexité vers l'arrière, au niveau de la colonne lombaire, une concavité vers l'arrière, et enfin au niveau du sacrum, on retrouve à nouveau une convexité vers l'arrière. Un petit point particulier, c'est qu'au niveau de la colonne vertébrale, on a donné des noms à ces courbures. On retrouve donc une lordose cervicale, concavité, une syphose thoracique, convexité, une lordose lombaire, à nouveau une concavité, et enfin, à nouveau, une syphose sacrale, donc une convexité vers l'arrière.
On peut encore au niveau de la colonne vertébrale évoquer deux points particuliers. Au niveau de la vertèbre C7, qui est la vertèbre la plus proéminente et qui est palpable sur le vivant. Au niveau de L4, c'est à ce niveau-là qu'on retrouve l'ombilic en projection sur le vivant, ainsi que la bifurcation de l'aorte abdominale en artères iliaques communes de chaque côté, qui elles-mêmes donneront des artères iliaques externes pour le membre inférieur et internes pour le pelvis. Ce grand axe du corps, il démarre à ce niveau-là, au niveau du vertex qui correspond au sommet du crâne, le point le plus haut du crâne. Il descend en arrière de la fosse hypophysaire, aussi appelée selle turcique, qui se situe à l'intérieur de la base du crâne, dans un relief formé par l'os sphénoïde. Il passe en avant de la colonne cervicale, en avant de la colonne thoracique. Il traverse le corps de L1. Il continue de descendre, passe en avant de S3, qui correspond au centre de gravité du corps. Le grand axe du corps descend ensuite au niveau du membre inférieur et finit au niveau du centre du polygone de sustentation, qui est un quadrilatère défini par l'extrémité distale du membre inférieur, donc par les pieds, placé en position anatomique de référence, donc en légère rotation latérale. On va faire un point sur le membre supérieur puisqu'il existe une terminologie tout à fait particulière et propre au membre supérieur, en commençant par décrire les os et les articulations. Au niveau de la racine du membre, on retrouve l'articulation scapulo-humérale, donc entre la scapula et l'humérus, qui est une articulation sphéroïde à 3 degrés de liberté. Cela aura une importance capitale dans les mouvements. Ensuite, on continue, on se retrouve avec l'humérus, l'articulation du coude, qui est une articulation trochléenne à 1 degré de liberté, et au niveau de l'avant-bras, le radius en position latérale, et l'ulna en position médiale, avec ensuite les os du carpe, les métacarpes et les phalanges. On peut appliquer le même principe au niveau du membre inférieur, avec au niveau de la racine du membre l'articulation coxofémorale, entre l'os coxal au niveau du bassin et le fémur, qui est une articulation sphéroïde à 3 degrés de liberté. On passe ensuite à l'articulation du genou, qui est également une articulation trochléenne. Et enfin, au niveau de la jambe, on retrouve médialement le tibia et latéralement, on retrouve la fibula. Au niveau de l'extrémité distale du membre inférieur, on retrouve les os du tarse, les métatarsiens, ainsi que les phalanges. En commençant par le mouvement de flexion-extension. Le mouvement de flexion-extension, il se voit le mieux au niveau de l'articulation du coude. La flexion correspond donc à un mouvement qui amène la courbure et diminue l'angle d'ouverture. Et l'extension, au contraire, diminue la courbure et augmente l'angle d'ouverture. On peut voir que ce mouvement se fait dans le plan sagittal, selon un axe transversal. Cette particularité peut très bien se voir en se plaçant dans un trièdre. Au niveau d'un trièdre, on voit que deux axes forment un plan. On a ici le plan sagittal. Et comme un mouvement se fait dans les 3 dimensions, on voit que le dernier axe disponible est un axe qui est perpendiculaire au plan. Donc un mouvement se fait constamment selon un axe perpendiculaire au plan dans lequel évolue la partie du corps correspondante. Un autre mouvement possible est le mouvement d'abduction, donc qui éloigne le membre du corps. Et ensuite, on peut au contraire faire de l'adduction. Adduction, un moyen de le retenir, ça vient du verbe adduire, donc on rajoute a. Ce mouvement d'abduction, d'adduction se fait dans le plan frontal, à nouveau selon un axe perpendiculaire au plan dans lequel évolue le membre, qui est l'axe ici sagittal. Enfin, le dernier mouvement élémentaire possible est le mouvement de rotation latérale et médiale, qui est particulièrement visible au niveau des articulations possédant 3 degrés de liberté. Ce mouvement se fait donc dans le plan axial ou horizontal, selon un axe longitudinal. Un autre point qui est à évoquer dans les mouvements du corps est la circonduction. La circonduction est à bien distinguer de la rotation, puisque la circonduction est une composition de mouvements élémentaires. Cette circonduction, elle associe un mouvement de flexion, d'abduction, d'extension, d'adduction.
c'est à vraiment bien distinguer de la rotation qui, elle, est un mouvement élémentaire. Une articulation pouvant faire de la circonduction ne pourra pas forcément faire de la rotation. Un dernier point qu'on peut évoquer au niveau de l'extrémité distale des membres supérieurs est le mouvement de pronosupination. On est ici en supination et on peut passer en pronation, de sorte à ce qu'on puisse prendre des objets. Au niveau de l'extrémité distale des membres inférieurs, on retrouve ici des mouvements d'éversion et d'inversion. Donc l'éversion consiste en une flexion dorsale associée à de la rotation latérale, alors que l'inversion consiste en une flexion plantaire associée à de la rotation médiale. Au travers de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris l'importance qu'a la représentation en anatomie. Je vous invite vraiment à éviter le plus possible le par cœur et à essayer de comprendre plutôt que d'apprendre, à vous représenter le plus possible des choses. C'est vraiment en dessinant et en vous représentant toutes les structures que vous allez pouvoir progresser en anatomie et assimiler le plus facilement vos cours. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu.